Essayiste, ancien député européen, président de Polémia, cofondateur de l'Institut Iliade, il sait parfaitement agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Je laisse à Jean-Yves Le Gallou le soin de conclure ce 7e colloque de l'Institut Iliade. Il y a maintenant près de 50 ans, dans les années 1970, deux problèmes sont apparus en France et en Europe. Le problème de l'immigration et la question de l'environnement. Ce ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions qui sont apparues il y a maintenant près de 50 ans. La première, dont je ne parlerai pas, puisque ce n'est pas le sujet, c'est l'immigration. C'est un sujet qui a été évacué par la négation et la diabolisation. On n'en parle pas, et on diabolise ceux qui en parlent. Fermez le banc. Le deuxième sujet, c'est l'environnement, qui a été pris en charge, lui, de manière différente, par la récupération. La question de l'environnement, ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui, a fait l'objet d'une récupération idéologique par l'extrême gauche et le progressisme, d'une récupération commerciale par le greenwashing, le lessivage vert des produits mis en vente, et une récupération technocratique avec les concepts, c'est vrai que le terme n'est pas aimé de notre ami Maffezoli, les concepts donc quand même de développement durable et de transition énergétique. Alors, la nature comme socle, ce n'est pas cela. Prendre la nature comme socle, ce n'est pas cela, c'est même l'inverse. Prendre la nature comme socle, c'est d'abord garder en mémoire, et plus qu'en mémoire, en premier plan de la réflexion, comme cela a été fait ce matin par le Vavasseur, les permanences anthropologiques, la prise en compte des différences entre les populations, entre les sexes, entre les cultures. Et les différences entre les cultures, les mêmes, jouent un peu les mêmes rôles que les gènes entre les peuples et les races. Les permanences anthropologiques, c'est aussi le respect des lois de la filiation. Cela a été rappelé ce matin, on ne peut pas prétendre prendre la nature comme socle si on oublie tout cela. Et en face, on a le progressisme, l'extrême gauche, qui impose une négation finalement de tout ce qui est naturel. C'est la négation du sexe, des différences de sexe, rebaptisées genre, c'est la négation des différences de peuple, c'est le transhumanisme avec le PMA et la GPA pour tous, c'est même la négation des différences entre espèces avec l'antispécisme. Bien sûr, je considère, comme un certain nombre d'auteurs, comme Yves Christen, que l'animal est une personne. Pour autant, il y a des différences entre les espèces. Et comme Alain de Benoît, je pense que si nous avons des devoirs envers l'animal, l'animal n'a pas de droits. Eh bien, vous avez, et là on est quand même dans le délire le plus absolu, un antispéciste très médiatique, comme Émeric Caron,
qui approuve la loi bioéthique portant l'interruption dite médicale de grossesse pour détresse sociale jusqu'au 9e mois, et qui, en même temps, explique qu'il ne faut pas écraser un moustique sur sa main, parce que la maman moustique qui vous prend le sang le fait pour nourrir ses petits. Eh bien, vous avez là, dans le résumé du délire actuel et du délire dominant et de la rupture avec ce que peut être la nature comme socle. La nature comme socle, c'est aussi l'acceptation de l'aléa. Ce qui s'écarte de la moyenne, ce qui peut perturber le cours tranquille des choses. Alors les aléas, il y en a beaucoup. Il y a les aléas sanitaires. L'homme contemporain vit depuis des milliers d'années avec les virus. L'homme, tout simplement, vit depuis des millions d'années avec les virus. Et là, d'un seul coup, ce serait un aléa absolument insupportable. Eh bien non, c'est un aléa auquel il faut faire face sans délire, sans peur et de manière raisonnable. Il y a aussi les aléas météorologiques. Ces aléas météorologiques, ça implique de supporter le froid, de supporter le chaud, de supporter la pluie, l'orage. Voilà. Et ça, c'est des choses que les sociétés contemporaines ont tendance à vouloir évacuer. Il y a même aussi les aléas climatiques. Depuis que la Terre existe, le climat a toujours changé. Il a changé selon des périodes différentes. Il y a des périodes décennales, il y a des périodes centennales, il y a des périodes milléniales. Il y a des aléas climatiques. D'ailleurs, au fond, la société moderne, le monde moderne, le développement, il est la conséquence d'un réchauffement absolument extraordinaire qui a été tout simplement la sortie de l'âge glaciaire. Alors, en face de ces aléas, le système, ça a eu tendance à se défendre avec le principe de précaution. Le principe de précaution qui conduit précisément à refuser toute forme d'aléa. Et nous évoluons sous l'influence à la fois du confort contemporain et du principe de précaution vers ce que Konrad Lorenz appelait la société tiède, c'est-à-dire une société où on essaye de réduire au maximum les différences de plaisir et de déplaisir, les différences de température, les différences par rapport à la diversité de la nature. Et ce principe de précaution, il est extrêmement nocif, car appliqué notamment aux jeunes générations, à travers l'école, à travers les centres de loisirs, à travers les mouvements de scoutisme, contraints à des réglementations toujours plus exigeantes, il contrôle à couper les enfants de la nature, à faire en sorte qu'ils ne puissent plus apprendre à dormir dehors. Et donc, il y a, par l'application de ce principe de précaution, par ces réglementations, eh bien, un éloignement progressif de la nature. C'est aussi le cas pour les sports à risque, où on voit une montée progressive de la réglementation. On le voit notamment, Anne-Laure Blanc a parlé tout à l'heure de la montagne, on le voit notamment avec la volonté de réglementer, de contrôler l'accès au Mont Blanc, c'est-à-dire à un monde naturel qui doit rester le domaine de la liberté. Tout ça parce qu'effectivement, quand on va là-haut, il y a des aléas, il y a des pierres qui peuvent tomber, il y a des ponts de neige qui peuvent s'écrouler. Voilà, ce sont les aléas. Et accepter la nature comme socle, c'est accepter les aléas.
Le troisième élément sur lequel je voudrais revenir, et ça a été très bien abordé par Jean-Philippe Antony, c'est la question de l'espace. L'espace, notre territoire, nos terroirs, c'est un de nos biens les plus précieux. Eh bien, ces espaces, ils sont aujourd'hui fortement menacés. C'est vrai des paysages sauvages. Les paysages sauvages, en Europe, il en reste très peu. À peine quelques pourcents du territoire. Quelques côtes, de moins en moins, et quelques hauts sommets et hautes vallées. De moins en moins aussi, parce que dans 90% des cas, les torrents sont captés à 2 ou 3 kilomètres de leur naissance. Et donc la nature sauvage, elle est en voie de disparition en France et en Europe. Mais les paysages humanisés, j'entends les forêts, les prairies, les bocages, les champs, sont aussi en voie d'être profondément transformés et bouleversés. Et s'ils le sont, ils le sont malgré ou grâce à deux concepts technocratiques qui se sont imposés ou qui ont été imposés, soi-disant, au nom de l'écologie. Le développement durable et la transition énergétique. Le développement durable, en soi, c'est un oxymore, parce que le développement consomme et détruit, et donc il ne peut pas être durable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, tous les 10 ans, tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français voit ses sols artificialisés. Tous les 10 ans. En un siècle, c'est l'équivalent de 10 départements. Pourquoi artificialiser ? Eh bien, à cause des entrepôts logistiques, pour distribuer la camelote chinoise, à cause des grandes surfaces commerciales, à cause aussi, pardon de le dire, des logements, parce que quand vous faites entrer 400 000 immigrés chaque année, il faut bien les loger quelque part. Et donc, alors souvent, vous voyez une construction, on dit « oui, mais là, c'est une construction, mais on ne mettra pas des immigrés. » Oui, mais on mettra des gens qui sont partis des endroits où il y avait des immigrés. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, on vous parle de développement durable, mais tous les 10 ans, il y a l'équivalent d'un département français qui est artificialisé. Ça ne peut pas être durable. En tout cas, ça ne peut pas être durable sur plusieurs siècles, ça c'est sûr. Et puis alors maintenant, on a inventé un truc encore plus extraordinaire, c'est la transition énergétique. Alors la transition énergétique, ça consiste à mettre en place des isolations qui détruisent, quand elles sont à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, qui détruisent le caractère souvent esthétique des bâtiments. Ça consiste à mettre en place, entre guillemets, des fermes solaires, c'est-à-dire à mettre du silicium là où il y avait des champs, et ça consiste, alors là c'est le bouquet, à mettre partout des éoliennes. Et aujourd'hui, le paysage de l'Europe, il se couvre d'éoliennes, de Gibraltar au Cap Nord, et les îles de Groix et de Belle-Île vont avoir le paysage démoli par les éoliennes. La baie de Somme va avoir le paysage démoli par les éoliennes. Il y a des éoliennes absolument partout. Il n'y a pas d'ailleurs d'énergie renouvelable satisfaisante, parce que l'énergie hydroélectrique qui paraît sympathique, elle tue le torrent à sa naissance. Quand vous regardez une gravure de montagne du 19e siècle et que vous regardez la montagne aujourd'hui, vous vous dites ça ne s'est pas arrangé. Il y a deux différences. Il y a un certain nombre de glaciers qui ont reculé, ça c'est un phénomène naturel, et
toutes les cascades, tous les torrents, toutes les rivières ont disparu parce que tout est passé dans les tuyaux. Et il est sans doute un peu tard pour moi d'envisager de me convertir à des actions terroristes, mais si ça devait être le cas, je pourrais être tenté par un front de défense des paysages ou par un front de libération des torrents. Parce que c'est ce que Camus d'ailleurs, qui a une pensée très profonde, appelle le petit remplacement qui prépare le grand remplacement. La nature comme socle, c'est aussi préférer le local et la proximité au mondial. Et donc, il n'y a pas de discours écologique crédible sans rupture avec le libre-échange. Le libre-échange qui amène à balader les produits à travers le monde entier dans des porte-conteneurs qui sont eux-mêmes extrêmement polluants. Il y a un journal lyonnais d'ailleurs qui a fait observer que le vélo du maire de Lyon avait fait des dizaines de milliers de kilomètres, enfin pas avec les pédales, mais pour arriver jusqu'à la mairie de Lyon, parce que c'est un produit du libre-échange. Alors, le local par rapport au mondial, ça implique de revoir l'ouverture des frontières, ça implique de revoir le code des marchés publics pour qu'il soit possible de préférer l'entreprise communale, ou l'entreprise départementale, ou l'entreprise régionale, ou l'entreprise nationale, ou l'entreprise européenne par rapport à l'entreprise mondiale. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est une inversion de ce qui s'est pratiqué depuis un demi-siècle auquel il faut procéder. J'en viens à un dernier point. Alors c'est peut-être un peu délicat de traiter en 3 minutes un sujet qui pourrait à lui seul faire l'objet d'un colloque et de nombreuses discussions, qui est ce que j'appelle la climanipulation. Je vais essayer d'être bref sans rentrer dans les détails, mais avec 3 observations. Première observation, il y a certainement un réchauffement climatique. En tout cas, il y a un réchauffement climatique en Europe depuis la sortie du petit âge glaciaire, c'est-à-dire 1750-1780, et il y a un recul des glaciers en Europe depuis 1830. Ça s'accélère actuellement, c'est indiscutable, mais ça remonte à 1830. Il y a un réchauffement climatique, c'est le premier élément. Après, est-il catastrophique ? Ça, c'est un sujet qui mérite d'être tout à fait démontré, parce que, après tout, il y a beaucoup de gens qui pourraient certainement penser que si le climat des côtes sud de la Grande-Bretagne se rapprochait de celui de Nice, ce ne serait pas forcément désagréable. Donc, est-ce que le réchauffement climatique est une catastrophe ? C'est un postulat, à mon avis, qui n'est en rien démontré, mais j'admets le postulat. Le troisième point, et je vais conclure, c'est le fait que ce réchauffement serait anthropique. Honnêtement, pour les variations climatiques, il y a eu des variations climatiques depuis des milliards d'années, elles n'étaient pas anthropiques. Est-ce que la variation actuelle est anthropique ? Peut-être. C'est très difficile de savoir, puisque dans la pensée européenne, on peut aller vers la vérité, en dehors des domaines religieux, à partir du moment où il y a un libre débat. Aujourd'hui, il n'y a pas de libre débat. Puisque si vous êtes chercheur et que vous voulez avoir des crédits de recherche, que vous voulez être publié et que vous voulez être invité dans les médias, il faut être climato-alarmiste. Sinon, c'est terminé. Donc, difficile de savoir ce qu'il en est, puisqu'il n'y a pas de libre débat. Mais j'admets, je prends l'hypothèse que
il y a un réchauffement climatique catastrophique dû à l'homme. J'admets l'hypothèse. Et donc, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'homme, c'est le rejet, les rejets carbonés. Et je me pose la question, je veux diminuer les rejets carbonés. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je fais 3 choses. La protection contre le libre-échange, la remigration et la nucléarisation. Alors, la nucléarisation, tout simplement parce que l'énergie électrique qui consomme le moins d'espace et qui consomme le moins de rejets carbonés, c'est de très loin le nucléaire. La lumière que vous voyez en ce moment, comme la France a diminué son parc nucléaire, elle est peut-être importée d'Allemagne, de centrales au charbon, c'est-à-dire les pires rejets à la suite de décisions imposées par les écologistes. Donc, première vraie mesure, si on croit que le réchauffement anthropique était catastrophique, eh bien, il faut revenir à l'électricité nucléaire. Deuxième mesure, évidemment, la protection, c'est-à-dire l'arrêt du libre-échange pour éviter le bal des porte-conteneurs sur les mers et l'extraordinaire dépense d'espace et d'énergie due au libre-échange. Le troisième élément, c'est la remigration, ou en tout cas l'arrêt de l'immigration, puisqu'un Africain en Europe a une empreinte carbone, vous voyez que je peux parler écolo quand même, enfin écolo gaucho, quoi, ou écolo normal, enfin je ne sais pas, mais un Africain en Europe a une empreinte carbone 10 fois supérieure à un Africain en Afrique. Et donc, j'en arrive à la conclusion que les gens qui nous expliquent que le réchauffement climatique est l'abomination de la désolation et qu'il est dû à l'homme, qu'on culpabilise, et à l'homme européen tout particulièrement, ne croient pas un mot de ce qu'ils cherchent à faire croire. Car s'ils croyaient un mot de ce qu'ils cherchent à faire croire, ils défendraient des politiques identitaires, des politiques enracinées, à l'inverse de ce qui est fait. Voilà. Voilà pourquoi nous avons essayé, au cours de cette journée, de retrouver la nature comme socle et de remettre l'écologie à l'endroit. Jean-Yves, restez un peu avec nous, parce que restez un peu avec nous, Jean-Yves. Il y a 2 informations. Donc, premièrement, la création du FLP, le Front de Libération des Paysages. C'est quand même une information importante. Oui. Voilà, donc vous le découvrez aujourd'hui. Et le Front de Libération des Torrents. Et des Torrents, très bien. Oui. Une deuxième information importante pour les auditeurs de notre colloque, et je vous demande d'ouvrir vos agendas, c'est la date du prochain colloque, qui aura lieu le samedi 10 avril 2021, ici même. Bon, je pense que toute la mascarade des masques, j'espère, sera derrière nous, nous l'espérons. Donc le 10 avril 2021 pour un colloque consacré à l'économie au service des peuples. Nous travaillons sur ce sujet. Je rappelle que pour ce qui concerne le colloque d'aujourd'hui, la Nature Colloque pour une écologie à l'endroit, vous avez les annales du colloque à disposition pour la modique somme de 10 €, je crois, donc dans le foyer. Il nous reste un peu de temps, même un petit peu plus de temps que prévu,
pour faire un tour sur les stands. Je tiens aussi à dire, et Anne, tu auras peut-être des choses à ajouter, mais que les conditions particulières, que vous avez tous compris, et je vous en remercie, vous avez joué le jeu, ce qui a permis à la journée de se tenir. Ça nous pose aussi des difficultés d'organisation, notamment financières. Ceux qui le peuvent, à la sortie, vous êtes invités à faire un don. Vous le savez, ça permet d'organiser tous ces événements dans des lieux prestigieux au cœur de Paris. Donc n'hésitez pas, il y a les jeunes auditeurs, les jeunes auditrices de la formation Iliade qui vous attendent à la sortie avec le drapeau, le fameux drapeau, pour recueillir vos dons. Et donc vous êtes vraiment chaleureusement invités à nous aider. Anne, merci d'avoir été avec moi sur scène pour cette journée. Peut-être un petit mot pour nos amis, puisqu'on va se séparer. Non, merci Romain, c'était un plaisir de faire partager cette journée avec toi. J'espère que tous les gens qui ont assisté à ce colloque ont pris autant de plaisir que nous à le suivre. Merci à tous et une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir les stands maintenant, nous avons un peu plus de temps. Merci, au revoir.